Bonjour à tous. Grand rendez-vous cyber aujourd'hui à la une de Smartech. Parmi les sujets, les nouvelles réglementations ou encore qu'attendre du dispositif anti-spoofing pour lutter contre les arnaques téléphoniques. On parlera aussi, on dira quelques mots de l'affaire de cyberespionnage par des hackers nord-coréens. Et dans cette édition également, on va s'intéresser à la difficulté d'accéder aux données de connexion pour retrouver des cyberdélinquants. Mais d'abord, je vous propose 3 questions sur les communs numériques souverains pour l'intelligence artificielle. C'est tout de suite dans Smartech. P16, c'est le nom du projet piloté par INRIA qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Bonjour Selma Souyel, bonjour et bienvenue dans Smartech, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de ce projet P16, ça sonne comme un nom de code. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors tout à fait, donc P16 c'est la mise en œuvre de la 16e mesure de la stratégie nationale en IA, d'où le fameux 16. Et c'est un projet qui a pour objectif de développer, de maintenir à l'état de l'art et de disséminer un ensemble d'outils pour la science des données, pour l'IA. Donc ça part d'une bibliothèque qui est très connue, qui s'appelle Scikit-learn, qui a été un grand succès dans le monde des sciences de la donnée, qui est très utilisée à la fois dans le monde académique, mais également chez les industriels. Et donc l'objectif de ce projet P16, c'est d'essayer de reproduire le succès qu'a été Scikit-learn et d'identifier d'autres bibliothèques prometteuses pour les pré-industrialiser. Alors, Bruno Sportis, donc, de INRIA, nous parle de porter une ambition d'autonomie stratégique majeure pour la France et l'Europe dans le domaine de l'IA et de la science des données. Ça passe par quoi concrètement ? Alors, le lien finalement entre souveraineté et open source, parce que c'est bien de l'open source qu'il s'agit, on développe des bibliothèques open source, il est très fort. De deux façons, je vais dire. D'abord parce que l'open source, le fait d'utiliser l'open source par les acteurs de l'industrie, ça fait qu'ils sortent de la situation captive qu'ils pourraient avoir vis-à-vis des acteurs extraterritoriaux en utilisant leurs solutions propriétaires. Donc ça déjà c'est, on va dire, le lien évident. Et puis rapide, ouais. Voilà. Et il y a un deuxième lien qui est de dire que quand on investit dans le développement de l'open source, en fait on investit dans la montée en compétences des talents, dans leur capacité à développer de l'open source et de fait on reprend finalement la maîtrise, la gouvernance de ces bibliothèques. Donc c'est très important aussi finalement pour la souveraineté technologique de la France et de l'Europe d'investir dans l'open source. Et vous fixez quels objectifs d'ici à 2030 ? Alors, le projet, la durée initiale du projet est jusqu'à 2028, mais ce que j'ai pas dit en préambule... Parce que c'est dans le cadre du plan France 2030. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de cette échéance. Mais... Tout à fait. Mais en tout cas, le projet, il est articulé en 2 parties. Il y a la partie P16 INRIA sur tous les aspects recherche amont, pré-industrialisation, identification des bibliothèques qui peuvent répondre à des besoins industriels. Et il y a une entreprise à mission qui s'appelle Probable, qui est finalement la partie industrielle de ce projet P16, donc entreprise à mission de souveraineté numérique et industrielle. Et le but de ces sociétés, c'est finalement d'assurer l'industrialisation des bibliothèques logicielles sur lesquelles on travaille en commercialisant une offre de services et de produits autour de ces bibliothèques. Donc l'idée finalement avec Probable, c'est de pérenniser cette ambition initiale qui est sur 5 ans. Le projet P16 est financé par le plan France 2030 sur 5 ans, mais l'idée c'est de pérenniser à long terme ces bibliothèques et de pouvoir les maintenir. Avec un budget de 8 millions d'euros sur ces 5 années. Est-ce que, j'ai envie de dire, c'est super, hein, c'est déjà énorme, mais est-ce que c'est suffisant ? Quand on parle des investissements dans l'IA en général, on parle en milliards. Oui, alors 8 millions, juste pour contextualiser, c'est pour la partie P16 INRIA. Et ensuite, Probable a par ailleurs une partie du financement public, parce qu'ils ont un actionnariat un peu particulier avec des financeurs publics, privés et les collaborateurs internes. Donc 8 millions, certes, pour P16, je pense qu'on est plus de l'ordre de 24 millions pour Probable. Alors certes, en termes d'échelle, c'est pas vraiment comparable au financement quand on pense à
tous les projets autour de l'IA générative, etc. Mais c'est ça aussi la promesse de PCS, c'est de dire qu'avec finalement assez peu de ressources, on arrive à faire des choses, parce que c'est des bibliothèques qui existent déjà dans le monde académique, chez INRIA, chez nos partenaires académiques, qu'il faut juste aider à pré-industrialiser et ensuite à industrialiser. Quand je dis pré-industrialiser, c'est simplement améliorer la qualité de code, faire en sorte que la documentation est bien faite, faire en sorte que c'est scalable pour une utilisation en production chez les entreprises. Donc finalement, la marche à gravir, elle n'est pas si haute. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas besoin des mêmes échelles de financement que pour les projets d'IA générative qui, les projets, eux, par ailleurs, ont besoin de coûts de calcul, etc. On ne part pas de zéro, nous. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Selma Souyel, directrice du projet PCED à INRIA. Merci de vos explications. Merci. Tout de suite, c'est notre grand rendez-vous cyber. Nouvelle réglementation, dispositif anti-spoofing pour lutter contre les arnaques téléphoniques, affaire de cyberespionnage impliquant des hackers nord-coréens. C'est parti pour notre grand rendez-vous cyber dans Smartech avec Nicolas Arpagian. Bonjour. Bonjour Delphine. Expert cyber, ça va sans dire. Vice-président du cabinet de conseil Edmind Partners. Vous êtes aussi enseignant à l'École nationale supérieure de la police, à l'École nationale de la magistrature, Sciences Po Saint-Germain, l'Université polytechnique de Mohamed VI Maroc. Enfin, je ne sais plus quoi dire. Auteur de très nombreux ouvrages. Le dernier en date ? Il s'appelle Innocence à crédit, sur le commerce de l'innocence. Donc totalement amoral. Et à côté de vous, Thomas Hutin, qui dirige l'activité cybersécurité de FTI Consulting en France, avec une grande expérience du cyber dans l'aéronautique, la défense, le secteur public, la finance, l'industrie, transport, l'énergie. Et vous avez notamment participé à la définition de la position et des propositions de l'industrie européenne pour relever les défis de la cybersécurité du transport aérien. D'ailleurs, j'aurais une petite question pour vous en aparté. Très bien, bonjour Delphine. Bonjour. On va commencer avec ces nouvelles réglementations. Qu'est-ce qui va changer là avec Nice 2 et DORA? On peut peut-être commencer par DORA parce que j'en ai pas beaucoup parlé de ce nouveau règlement qui adresse en fait la sécurité des instituts financiers face aux risques numériques. Alors, entrée en vigueur prévue 17 janvier 2025. Ça laisse un petit peu de temps, mais à quoi faut-il s'attendre? Oui, plus tellement de temps, parce qu'effectivement, c'est quand même des chantiers qui sont assez importants. Moi, je trouve qu'il y a une certaine ambition derrière ce texte réglementaire, qui couvre beaucoup de sujets. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Est-ce que les institutions financières, ne sont pas déjà les plus protégées en matière de cybersécurité? Quand on pense aux grandes banques, effectivement, grandes banques commerciales, qui ont un rôle effectivement systémique, effectivement, pour le pays, oui, elles sont bien équipées et elles travaillent sur ces sujets depuis longtemps. Après, la nouveauté aussi avec DORA, c'est que c'est l'ensemble des institutions qui travaillent dans le secteur financier. Donc, on couvre un spectre beaucoup plus important de sociétés, pas simplement les grandes banques auxquelles on parle naturellement, mais que ça peut aller effectivement sur des fonds d'investissement qui peuvent être beaucoup plus petits, ça peut être des courtiers d'assurance, ça peut être des sociétés dans le domaine de crypto. Donc, on va toucher effectivement à travers DORA des sociétés qui étaient tout simplement pas tellement régulées sur des sujets cyber jusqu'à maintenant. Et pour ces sociétés-là... C'est un peu comme Nice 2 en fait. On étend en fait le nombre d'organisations visées par ces réglementations. Et là, sans seuil véritablement, alors on reviendra sur Nice 2, sans seuil véritablement de taille. Et donc c'est simplement, vous êtes dans le secteur financier. D'accord. Et donc effectivement, vous avez tout un ensemble d'exigences. Et donc on peut considérer que pour ces sociétés-là, la marche est assez haute. Autant effectivement quand on avait, il y a des risques opérationnels. Les grandes banques, elles connaissaient ces sujets depuis des années, elles sont préparées, elles ont un certain niveau effectivement de maturité. Autant pour d'autres sociétés, effectivement, elles doivent s'adapter et tout de suite monter au niveau attendu par DORA. Et le niveau attendu par DORA, moi je trouve assez élevé. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand on regarde simplement, quand on lit le texte, alors je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais le texte, on voit qu'il y a beaucoup de sujets de gestion des risques, de tests de sécurité, des sujets aussi qui sont complexes. Quand on parle de sous-traitants, il faut intégrer les sous-traitants dans son fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est quand même pas mal de choses à faire. Et même les grands établissements qui travaillent depuis un certain nombre d'années sur le sujet ont encore des choses à faire d'ici à la fin de l'année. Donc là, c'est à peu près 100 jours. Demain, ça sera 100 jours effectivement de DORA. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et quand on rencontre les sociétés, généralement, c'est des plans d'action qui sont sur quand même plusieurs mois, avec un certain niveau d'investissement qui est attendu. Donc là, on sait plutôt la
dernière ligne, l'accélération pour atteindre cette date du 17 que la marche est haute, donc ça ne va pas être si simple que ça de se mettre en conformité d'ici le mois de janvier. C'est pareil pour Nice 2, on a encore moins de temps, parce que là, on attend une transposition en octobre. On a beaucoup plus de temps, parce que c'est la transposition effectivement, de la loi en droit français, oui. Mais après, on aura 3 ans, effectivement, pour se mettre en conformité. Ouais. Donc, effectivement, il y a, DORA, c'est le court terme. 17 janvier, c'est fin de l'année. C'est 100 jours, donc c'est très court. Il y a beaucoup de chantiers sécurité. Et quand on regarde ces chantiers, nous, effectivement, chez FTI, quand on fait des assessments pour des sociétés, on fait des analyses d'écart, souvent, il y a une quinzaine, une vingtaine de chantiers à réaliser. Et ces chantiers, on ne peut pas les faire tous en parallèle, parce que c'est compliqué. Et les ressources, effectivement, internes, externes, sont certainement pas suffisantes. Donc, Nicolas, est-ce qu'on va avoir, je sais pas, on va être débordé sous les normes, au contraire un super élan dans la cyber, tout le monde va être très très bien protégé, on va voir chuter les escroqueries. Le principe de cette réglementation, c'est de penser en écosystème. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était des entités isolées qui étaient protégées. Et là, en fait, avec Nice 2, avec DORA, on pense à un écosystème, des entreprises qui sont interconnectées, avec des comparatifs de systèmes qui sont dans des entités plus petites, qui vont avoir les technologies qu'on va retrouver chez les plus grands et qui donc pourraient être exposés à des attaques qui, à l'origine, visaient seulement les structures de taille conséquente. Et puis, c'est surtout de dire, on va faire en sorte que notre économie numérisée et hyper connectée soit la plus robuste possible. Et pour cela, il faut de la réglementation. Pourquoi ? Parce qu'elle va fixer des obligations, des dates d'entrée en vigueur, de mise en application et éventuellement un régime de responsabilité et potentiellement de sanctions. Et c'est ces 3 conditions, 3 composantes qui vont faire effectivement qu'on a cet agenda qui se met en place. Alors évidemment, il est contraignant. Pourquoi ? Parce qu'il faut des femmes, des hommes à la tête bien faite pour pouvoir faire les travaux. Et puis en plus, il faut opérer sur les infrastructures. C'est-à-dire, en fait, pendant le spectacle continue, pendant que les travaux doivent avoir lieu. Et donc évidemment, ça oblige à consacrer des moyens techniques, humains, financiers pour conduire à ces dispositifs-là. Donc on a des échéances. Alors il s'avère que Nice 2, on attend la loi française, puisque donc, le principe des directives, c'est que l'Union européenne établit des objectifs un peu, alors pas théoriques, mais qui sont en tout cas qui sont assez larges. Et ensuite le comment. Et le comment, il est établi par des lois nationales de transposition. On a aujourd'hui 4 États qui ont procédé à la publication de leur loi nationale. Donc la France n'en fait pas partie. Mais bon, en principe, le texte était prêt. Il s'avère que la dissolution a modifié un peu l'agenda. La date butoir, c'est le 17 octobre 2024. Alors, il est vraisemblable, vu la date du jour, qu'elle ne sera pas respectée. Vraisemblablement. Mais par contre, on voit bien qu'il y a quand même cette tendance. Et comme le disait Thomas, on a ensuite, après ces 3 ans, et d'ailleurs le directeur général de l'ANSSI, Vincent Strubel, l'Agence nationale de sécurité, a dit qu'il y aurait une tolérance, une compréhension. L'idée, c'est d'enclencher une démarche et de faire en sorte de tendre vers un résultat. Et ça, donc évidemment, c'est assez vertueux comme accompagnement des entreprises. Il y a d'ailleurs, on peut le signaler, une plateforme sur le site de l'ANSSI, donc cyber.gouv.fr, mon espace nice2.cyber.gouv.fr, pour essayer de comprendre comment je suis concerné, parce qu'on rappelle que les entreprises... On parle de 30 000 organisations. Voilà, et elles doivent se déclarer elles-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles fassent cette auto-diagnostic, auto-évaluation de leur posture, de leur positionnement. Ouais. Donc, mon espace nice2.cyber.gouv.fr a vocation à centraliser l'information sur le sujet. Et on parlait du niveau de préparation, mais il y a aussi le niveau d'investissement qui va être nécessaire. Tout à fait. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut anticiper, parce que c'est vrai que c'est des investissements avec des ressources, avec des personnes, c'est des investissements financiers. Et donc, c'est important de lisser ces investissements dans le temps. Si on arrive au dernier moment, c'est sûr que ça sera une sorte de bosse budgétaire qui sera difficile effectivement à avaler. Donc je pense que c'est la préparation, l'anticipation. Et puis il faut bien que tout le monde ait en tête que la cybersécurité, je pense qu'on est d'accord, c'est un chemin, c'est pas une destination finale. Donc il y a certainement un effort à mettre en place des mécanismes, des procédures, de la sensibilisation. Mais après, il faudra maintenir cet effort dans le temps. Donc effectivement, certainement des choses one-shot,
je mets en place, et après, il faudra continuer à les opérer et continuer à les améliorer. D'accord ? Donc, on se situe dans un temps long, et on pense de toute façon que cette dimension cybersécurité, elle ne va pas disparaître. Elle va faire qu'être croissante. En tout cas, c'est comme ça depuis le début. Mais je voulais qu'on passe à notre autre sujet, parce que je vois le temps qui passe. Alors, on a un nouveau dispositif. On sort de la réglementation, là, on rentre vraiment dans le concret. Dispositif anti-spoofing téléphonique. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Puisque là, depuis le 1er octobre, ça y est, les opérateurs sont obligés d'authentifier, en fait, de vérifier l'authenticité d'un numéro et de couper les appels frauduleux avant qu'ils n'arrivent finalement sur le combiné de l'utilisateur. Est-ce que... alors, il faut quand même rappeler que ça ne concerne que les lignes fixes qui pourront être authentifié aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut en attendre un effet, un résultat avec une baisse des fraudes, par exemple aux faux conseillers bancaires ? Alors c'était une escroquerie assez prospère. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous receviez un message qui apparaissait sur votre écran de téléphone comme émanant en général d'une banque ou d'une entité dite de confiance. Donc là l'idée c'est dans la main des opérateurs effectivement pour bloquer le fait qu'on ne pourra plus j'allais dire endosser l'identité d'une entité tierce, précisément pour éviter cette usurpation, puisque l'appel et l'affichage du numéro devaient créer le climat de confiance pour que le destinataire du coup de fil soit à même de répondre aux sollicitations, par exemple donner des coordonnées bancaires, des données personnelles. Et donc, en fait, on essaye de réduire l'aide... Alors que derrière ces escroqueries, ce sont quoi comme type de numéro ? Alors, en général, alors ça dépend. Des mobiles, c'est des numéros à l'étranger. C'est surtout que en tout cas, c'est pas celui de la banque en question. C'est surtout ça le véhicule. C'est-à-dire que de se dire que là, l'utilisation, c'est de réduire un moyen qui était à la main des attaquants, des pirates, des escrocs, d'ailleurs qui sont avant tout là des escrocs, parce que la dimension technique là est au final assez modeste, et donc de faire en sorte de réduire les risques pour tout un chacun, monsieur, madame, tout le monde, d'être leurré par cet affichage initial et donc effectivement Mais alors ça marche pas sur les mobiles, ça marche pas sur les SMS, ça marche pas sur le RCS et on nous dit à la Fédération française des télécoms, en fait c'est hyper complexe parce qu'on se dit c'est pas très difficile à faire de vérifier l'authenticité d'un numéro. Si, parce que ce réseau téléphonique il a été fait pour connecter les gens entre eux et non pas pour des questions de sécurité. Là on est vraiment à un changement de paradigme aussi. C'est vrai qu'effectivement, et on a évoqué rapidement l'aviation, mais il y a plein de protocoles effectivement qui ont été conçus au départ pour communiquer et de choses ouvertes. Et ces besoins de sécurité sont nouveaux, ils ne sont pas conçus nativement. Ouais. Et donc, ajouter de la sécurité sur ces systèmes, c'est assez complexe. Il y a beaucoup d'opérateurs, il y a effectivement beaucoup de sociétés qui sont concernées et mettre en place un dispositif qui fonctionne pour tout le monde, c'est complexe. Donc on va avoir une arrivée effectivement progressive, mais pour avoir un dispositif qui fonctionne partout, effectivement, c'est compliqué. Et il faut imaginer que c'est ce qu'explique Nicolas, c'était un outil de l'attaquant. Donc on va priver l'attaquant de cet outil. Oui, ils vont en trouver un autre. Ils vont en trouver un autre. C'est pour ça qu'effectivement, c'est aussi le message à faire passer, de dire, oui, ça ne sera pas la réponse absolue, puisque l'attaquant... C'est pas le filtre anti-arnaque à toute épreuve. En tout cas, l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à des sollicitations d'un appel téléphonique d'un banquier, ou d'un prétendu banquier. C'est aussi une des ripostes et de mesures de protection qui est très humaine, mais qui permet de se prémunir contre ce type de sollicitation. On termine avec une affaire, l'affaire de cyberespionnage avec des hackers nord-coréens impliqués. C'est Mendiant qui les traquait depuis quelques années. Vous voulez nous raconter cette histoire ? En fait, c'est Mendiant qui les a documentés, en quelque sorte, un mode opératoire depuis plusieurs années, en fait, de personnes qui postulaient à des emplois, de techniciens, d'informaticiens, souvent des emplois à distance. Et ce qui est intéressant, c'est dans le descriptif de cette affaire, c'est que c'est un concentré de toute la cybercriminalité et de la cyberattaque, c'est-à-dire des personnes qui usurpent des identités, évidemment, même leur localisation géographique, puisqu'ils travaillaient à partir de Russie, de Chine, éventuellement. Donc, évidemment, ce qui n'était pas annoncé, puisqu'ils ciblaient des entreprises occidentales. Deuxième chose, ils étaient dans des fonctions informatiques, donc ça veut dire avec des droits d'accès pour accéder à des données, mais on apprend également qu'ils cumulaient les emplois pour que leurs salaires additionnés les uns aux autres soient reversés aux autorités nord-coréennes et ainsi disposent de devises occidentales. Donc on voit que c'est à la fois des humains qui étaient mis à contribution dans leur savoir-faire, alors pas toujours avec la satisfaction visiblement de leur employeur, si on en croit l'analyse de Mendiant, mais en tout cas d'individus qui vont être à la fois captés du renseignement, ramener de l'argent et puis
profiter de l'interconnexion des systèmes pour agir. Ça permet de voir que tout ça est une mécanique très humaine, finalement. Oui, puis effectivement, ça illustre aussi quand on fait des analyses de risque pour comprendre le contexte des sociétés, ça illustre tout ce qu'on appelle la menace interne, ou insider threat, et de dire, il faut faire attention à ses employés. Donc là, c'était des employés qui travaillent complètement à distance, et la vérification de cet employé est importante, parce que sinon, on ouvre la porte, tout simplement, on donne les clés d'accès, effectivement, et après, c'est très simple de compromettre la société. C'est vrai qu'il y avait un exemple qui était assez flagrant, où dès qu'une personne s'est connectée le premier jour de son arrivée, il y a quasiment automatiquement une attaque informatique qui s'est déclenchée. Donc voilà, ça fait partie des fondamentaux de la cybersécurité et c'est illustré à travers cet exemple. Thomas, j'avais dit que j'avais une petite question en aparté pour vous. On a vu que Air France avait annoncé une signature avec Starlink pour offrir du Wi-Fi dans l'avion de manière aussi confortable qu'à la maison. Ça présente un risque cyber, ça ? Alors, c'est les avionneurs, dans leur construction, et les compagnies aériennes et les autorités de sécurité aérienne, il y a tout un écosystème, bien sûr, autour de la sûreté de l'aérien, ont pris en compte ce type de contexte, d'usage depuis un certain temps. Et en fait, les données sont séparées, et tout ce qui concerne l'avionique, la conduite en fait, de l'avion, et tout ce qui concerne le passager, le métier de cabine, sont sur des infrastructures qui sont effectivement séparés. Il faut que ça reste comme ça, mais ça fait partie conceptuellement, par construction en fait. C'est des infrastructures effectivement qui sont séparées. Merci beaucoup Thomas Hutin donc de FTI Consulting et Nicolas Arpagian de Headmind Partners pour vos éclairages. Merci. À très bientôt. Merci Delphine. Merci Nicolas. La donnée à l'épreuve de nos droits fondamentaux, c'est le nouveau rendez-vous avec Mathieu Bourgeois. Bonjour. Vous êtes avocat, je le rappelle, vice-président du Cercle de la Donnée. Aujourd'hui, on va parler de ce grand déséquilibre entre les menaces et les moyens pour les contrer. Déjà, première question, pourquoi faut-il parfois accéder aux données de connexion pour retrouver des cyberdélinquants ? Oui, alors bonjour à tous. Alors d'abord, pourquoi ? C'est parce que en fait, il y a une multiplication des attaques en fait, sur Internet et sur les réseaux. Il y a un relatif anonymat. C'est-à-dire que contrairement au monde physique où quand vous roulez avec une voiture, vous avez un permis de conduire, vous avez en général une plaque d'immatriculation, on peut vous retrouver sur les réseaux. En raison de l'absence d'identité numérique unifiée, eh bien, vous pouvez grosso modo communiquer sous des pseudos, voire sous un total anonymat, et avec des équipements très peu coûteux à l'acquisition. Donc, il y a une menace importante avec un anonymat. Donc ça, c'est la raison pour laquelle souvent, et c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher des informations supplémentaires pour aller retrouver les cyberdélinquants. Et vous parliez en introduction... C'est ces données de connexion donc, qui font que ce n'est pas de l'anonymat total. On a quand même un moyen, a priori, de retrouver les personnes. C'est vrai, parce que quand on surfe sur les réseaux, on laisse des traces techniques, des données de connexion. Je vais m'en expliquer dans un instant. Et vous parliez en introduction d'un grand déséquilibre. C'est vrai que face à cette facilité d'attaque, à cet accroissement de la surface d'attaque et à ce relatif anonymat, il y a en contrepoint une extrême insuffisance des moyens de police-justice. Pour vous donner un ordre d'idée et un chiffre, il y a environ 224 à 250 000 policiers gendarmes dans le monde physique. Pour l'espace numérique, il y a 250 seulement agents spécialisés. Vous voyez, ça fait 0,1%, c'est extrêmement faible. Ouais. Alors, qui sont les opérateurs aujourd'hui qui ont l'obligation justement de conserver ces données de connexion ? Et puis peut-être préciser de quelles données on parle. Alors, les opérateurs en question, il y a deux grandes catégories. Il y a les opérateurs de communication électronique, et pour être plus précis pour les téléspectateurs, il y a 4 sous-catégories de ces gens-là. Il y a les fournisseurs d'accès Internet, bien connus, Orange, Bouygues, SFR, etc. Les fournisseurs de services de communication interpersonnelle, concrètement les fournisseurs de messagerie, tels que Outlook, mais aussi tels que WhatsApp ou Signal. Les transitaires de données, moins connus, et les fournisseurs de services de mise en cache, très techniques, Akamai Technologies par exemple. Ça, ce sont les opérateurs de communication électronique. Et puis, mais les plus connus sont les FAI. Et puis ensuite, les hébergeurs. Alors, les hébergeurs, ce n'est pas ceux auxquels on croit, ce n'est pas OVH, par exemple. Ce sont en fait tous ceux qui stockent de la donnée, qui sont mises à la disposition du public, qui n'ont pas de rôle actif. Typiquement, Facebook, YouTube, X sont des hébergeurs au sens de cette réglementation. Donc, ce sont ces deux grandes catégories d'opérateurs auxquels on a le droit de s'adresser pour obtenir des données de connexion quand on est victime d'une cyberattaque. Et alors, la liste des données, effectivement, très rapidement, la liste des données, en fait, elle est définie par 3 décrets. C'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il y a 2 choses à retenir. Premièrement, il faut être victime d'une infraction pénale. Si vous êtes victime juste d'une faute civile, vous ne pouvez pas invoquer ces textes. Et deuxièmement,
Ces textes-là ont été battus en brèche par la Cour de justice de l'Union européenne en 2020 parce que les juges communautaires ont considéré que la législation française permettait une conservation généralisée des données et donc menaçait un petit peu la liberté, la vie privée sur les réseaux. Vous voyez, c'est cet équilibre entre la vie privée et la lutte contre les infractions qui est compliqué à faire. Et donc, sous l'impulsion du Conseil d'État, donc de cette Cour de justice et du Conseil d'État, il y a des nouveaux textes qui sont sortis en 2021 qui sont un petit peu compliqués, mais grosso modo, il y a 3 décrets. Et quand on fait l'objet d'une infraction pénale classique, on peut accéder à certaines données, notamment adresse IP, identifiant de connexion. Et quand on fait l'objet d'une infraction pénale grave, on a le droit d'accéder à encore davantage de données. Mais dans les faits, très concrètement, est-ce que ces opérateurs jouent le jeu et transmettent les données de connexion ? Alors, c'est tout le problème. Malheureusement, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très peu communiquent aux victimes qui le demandent spontanément, parce qu'en fait, ils se retranchent, toujours pareil, derrière cette protection de la vie privée. Et ils exigent très souvent une décision judiciaire, peut-être probablement pour se couvrir, pour ne pas être attaqués évidemment par ceux dont ils dévoileraient l'identité, et puis notamment sous l'influence, c'est vrai, du RGPD, du respect de la vie privée. Donc ils exigent une décision judiciaire, et malheureusement, et ça c'est quand même un regret moi personnellement que j'ai, je l'ai vécu dans des procédures, c'est qu'ils n'aident pas toujours la victime. C'est-à-dire que quand on s'adresse au juge pour demander une ordonnance, on a un principe du contradictoire, donc le fournisseur d'accès par exemple se défend devant le juge, et souvent ça tourne un petit peu à la joute. Alors qu'en réalité, on devrait tous pédaler dans le même sens, puisqu'in fine, si infraction il y a, je suis désolé, mais ils doivent coopérer. Et ça, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, moi, j'ai une petite frustration parce que je sens, on est dans une logique de joute, d'affrontement, alors qu'on devrait être dans une logique de coopération. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus coopératifs que d'autres, mais souvent, c'est la joute. Ils n'aident pas beaucoup et malheureusement, le poids financier, temporel pèse sur la victime. Mais il y a des outils judiciaires pour obtenir ces données quand vous faites face à des réticences. Alors il y a des outils judiciaires, c'est la procédure de référé ou de requête. On peut aller en bref délai si on justifie d'une urgence. Donc il y a les outils classiques, mais on en revient toujours au même problème, Delphine, c'est que les moyens de police-justice n'ont pas été accrus, si vous voulez, au fur et à mesure du développement technologique. Donc il y a toujours autant de juges aujourd'hui, peu ou prou. Le président de la République a promis qu'il serait, je crois, revalorisé en termes de rémunération, mais ça n'en donne pas davantage. Et donc moi, ma conviction, mais vous la connaissez sur cette antenne depuis toujours, c'est qu'il faut accroître les moyens de police-justice sur l'espace numérique pour que, enfin, par exemple, sur ce genre de cas, on puisse obtenir plus vite, plus facilement les données de connexion et retrouver les cyberdélinquants. Mais on n'a pas besoin de nouveaux outils juridiques. Non, c'est des moyens humains. Et de la bonne volonté. Exactement. Si j'ai bien compris. Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, donc du Cercle de la Donnée, je le rappelle, pour vos éclairages réguliers dans Smartech sur cette donnée face à nos droits fondamentaux. Et puis merci à tous de nous suivre, c'était Smartech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, bien évidemment. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.